plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode de Défense à l'antenne avant l'été. L'intérêt des podcasts par rapport à nos habituelles conférences est de vous permettre d'y accéder n'importe quand. Alors pendant vos vacances, sur la route, pourquoi pas, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos différents épisodes. Pour clôturer cette première saison, nous n'aurions pu espérer mieux, puisqu'aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir le vice-amiral Loïc Finaz. Amiral, bonjour. Bonjour, l'honneur est pour moi. Alors résumer 37 années de service n'est pas simple, mais je vais m'y essayer. Donc vous êtes officier de marine issu de l'école navale. Vous avez longtemps œuvré dans la lutte sous la mer, que ce soit dans des navires de surface ou des sous-marins. Ensuite, vous avez également occupé des fonctions d'état-major, par exemple dans les ressources humaines ou de l'enseignement, que ce soit à terre ou en mer. Homme d'action, mais aussi homme d'esprit, vous avez commandé le Centre d'études stratégiques de la marine, puis le musée de la marine, et enfin l'école de guerre, avant de faire votre adieu aux armes. Vous êtes également écrivain de marine, votre 7e livre vient de paraître, il s'intitule « La houle s'en aller au levant » et paraît aux éditions des Équateurs. Dans ce podcast, nous allons revenir sur l'école de guerre, puis la culture et son importance, enfin, sur vous plus particulièrement. Mais avant ça, j'aurais une première question amirale. Pourquoi avoir décidé de servir les armes de la France et pourquoi la marine ? Alors, en fait, je n'ai pas décidé, ou plutôt ça n'a pas été mon premier mouvement de servir les armes de la France. J'ai souhaité devenir marin. Et il se trouve que je trouvais que l'une des façons les plus intéressantes d'être marin, c'était en m'engageant dans la marine nationale, et donc servir mon pays, ce qui par ailleurs ne me posait pas de problème. Je n'avais pas de problème conceptuel avec l'idée de servir mon pays, bien au contraire, je dirais que c'était une circonstance qui m'encourageait plus encore. Mais mon choix initial, c'est parce que je voulais devenir marin. Et pour être plus complet encore, pas plus honnête, parce que cette réponse est complètement honnête, mais plus complet, en fait, je fais partie, je ne suis pas le seul de ces garçons qui, parce qu'ils sont bons en maths malgré eux, se réveillent un jour en maths sup avec pour destin de rentrer dans une école d'ingénieur. Et là, j'ai découvert qu'une école d'ingénieur, ça m'attirait que modérément. Et pour jouer le jeu, malgré tout, parce que j'étais encore à l'époque un bon garçon, j'ai choisi l'école navale pour concilier ce que je considérais d'ailleurs comme un piège, ce piège du système scolaire français. Et l'école navale faisait partie de ces belles écoles d'ingénieurs. J'adorais la mer, j'adorais naviguer, donc j'ai fait le pari que je serais heureux. Mais donc voilà, j'ai choisi ça pour un peu fuir le système scolaire français et devenir marin. Et servir mon pays était une conséquence, mais une très belle conséquence que j'assumais à l'époque et que j'assume plus encore maintenant. Paris gagnant après 37 années, du coup. Paris complètement gagnant parce que, effectivement, quand je suis rentré à l'école navale, je n'imaginais pas du tout que je ferais toute ma carrière dans la marine. Et en fait, j'y suis resté pour une raison très simple, c'est que j'ai adoré cette vie d'officier de marine et que donc je suis resté jusqu'au bout. Très bien. Alors, on va dire que les écoles d'officiers, l'école navale, l'école de Saint-Cyr-Couët-Quidan, les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan et l'école de l'air sont des écoles qui sont relativement connues. Il y a une école, par contre, qui marque la vie des officiers, qui est très peu connue, c'est l'école de guerre. Vous l'avez dirigée. Qu'est-ce que l'école de guerre ? Je crois que la façon la plus simple d'expliquer à ceux qui ne la connaissent pas ce qu'est l'école de guerre, c'est de faire cette comparaison, alors qui bientôt peut-être ne sera plus valable, mais elle l'est encore. C'est comme si dans la fonction publique, on disait à tous les énarques, à 35 ans, vous repassez tous un concours, on prendra les 20% meilleurs d'entre vous, et ce sont ces 20% meilleurs d'entre vous qui formeront le vivier des grands chefs de demain. Et comme c'est important, une fois qu'on vous aura sélectionné pour ça, on vous renvoie 1 an à l'école pour vous préparer à ces fonctions de futurs grands patrons. Eh bien, c'est ce que les armées font avec tous leurs officiers et avec l'école de guerre depuis un siècle et demi, puisque en fait, c'est un héritage de la défaite de 1870, où on se rend compte que les élites françaises ne sont pas suffisamment préparées. Et 2 écoles naissent à ce moment-là. La première, c'est Sciences Po. Sciences Po naît pour la même raison, d'ailleurs plus vite encore que l'école de guerre, pour préparer les futures élites politiques de ce pays à être un peu moins ballottes face aux événements. Et en même temps, même si ça a été un peu plus long, l'armée de terre d'abord, puis la marine, qui a mis un peu plus de temps à comprendre, je le regrette, mais je suis obligé de l'avouer. Oui, ils ont mis plus de temps à comprendre parce que les marins considèrent que la défaite de 1870, comme ils n'ont pas été impliqués, ils ne sont pas coupables. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils auraient dû se poser la question de savoir pourquoi ils n'ont pas été impliqués. Quand on sait que la flotte française, c'était la plus grande crainte des Prussiens, on peut imaginer que des manœuvres navales combinées en Baltique auraient peut-être changé. Bon, enfin bref, ça ne sert à rien de refaire l'histoire. Donc les marins ont mis un peu plus de temps à comprendre, à tort.
Je ne ferai pas de procès à l'armée de l'air puisqu'elle n'a été créée que nettement plus tard. Et d'ailleurs, dès la création, très très vite, de l'armée de l'air, on crée bien une école de guerre pour l'armée de l'air. En revanche, le deuxième péché collectif, c'est qu'on met plus d'un siècle à comprendre qu'il faut absolument qu'il y ait une seule école de guerre, qu'elle est interarmée, et que même ça n'a pas de sens d'avoir une école de guerre qui ne soit pas interarmée. Et c'est seulement dans les années 90, en 93 très exactement, qu'on crée, à l'époque ça s'appelle le Collège interarmé de défense. Heureusement, quelques années plus tard, on comprend qu'il faut oser, assumer, arrêter de faire du politiquement correct et qu'on peut appeler ça l'école de guerre. Et donc l'école de guerre, même si elle ne s'appelle pas comme ça dès le début, elle est créée en 1993 par la fusion des différentes écoles de guerre. Alors, vous l'avez dit, donc il y a des officiers des 3 armées, mais aussi des autres services. Oui, il y a des gendarmes et puis tous les services sont représentés. Et il y a aussi des auditeurs civils. Il y a depuis 4 ou 5 ans maintenant, je porte une petite culpabilité dans cette affaire, effectivement, des civils, il y a aujourd'hui normalement 60 auditeurs civils dans la promo, 60 sur 300 d'ailleurs, ce qui est un bon quota, c'est important. Pourquoi avoir ouvert l'école de guerre à des auditeurs civils ? Pour 2 raisons. Je vais commencer par la deuxième, parce qu'elle est importante, elle est noble, mais c'est pas celle qui m'avait fait prendre cette décision. Donc la deuxième raison, c'est pour le rayonnement. Je pense qu'il est bon que des hommes et des femmes intéressants de la société civile nous connaissent mieux, nous militaires, connaissent mieux ce que nous sommes et ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc ça, la notion de rayonnement est très importante, mais c'est pas celle qui véritablement m'avait poussé à lancer ce programme. La première raison, c'est parce que je suis convaincu que l'école de guerre doit être un lieu d'ouverture vers des tas de choses, et en particulier vers la société civile. Or, nous, les militaires, à mi-carrière, entre 35 et 40 ans, la société civile, on ne la connaît pas. On est à son service, on est même prêt à mourir pour elle, l'actualité, hélas, le rappelle souvent, mais on ne la connaît pas parce que lorsque vous avez passé 15 ans sous l'eau dans votre sous-marin, ou lorsque vous avez pendant 15 ans couru sur les crêtes afghanes ou dans les sables du Mali, ou dans le cockpit de votre Rafale, la société civile, vous ne l'avez pas croisée. À cet âge-là, ce n'est pas encore une faute. Pour ces officiers qui seront peu de temps après les grands chefs des armées, si lorsqu'ils accèdent à ces responsabilités, ils ne la connaissent toujours pas, là c'est même plus qu'une faute, pour moi c'est un péché. Et donc l'école de guerre, c'était le premier moment où ils peuvent la rencontrer. Et donc en fait, ces 60 auditeurs civils, ils viennent pas seulement pour découvrir les armées, ils viennent d'abord pour apporter la société civile au sein de l'école de guerre et que les officiers, les futurs grands chefs des armées, la rencontrent, la connaissent mieux, échangent avec elle. Ça me paraissait absolument primordial. Donc voilà la vraie raison. L'autre existe et elle est belle, mais la raison la plus importante, c'est celle-là, que les futurs grands chefs des armées découvrent, connaissent, comprennent et établissent des liens avec la société civile. Au-delà de l'acculturation qui du coup est assez importante à l'école de guerre, vis-à-vis du monde civil, mais aussi vis-à-vis des autres armées, qu'est-ce qu'on apprend à nos futurs grands chefs ? Alors, il y a 2 façons de comprendre et de voir, d'imaginer l'école de guerre. Et d'ailleurs, dans le monde, dans quasiment tous les pays, il y a 2 vraies exceptions, c'est les États-Unis et la France. Dans la plupart des pays, l'école de guerre, c'est une super école d'état-major. C'est-à-dire, c'est le moment où, après 15 années de vie opérationnelle, qui sont les premières années de notre vie, où on est justement, comme je disais tout à l'heure, sur les crêtes afghanes, sous l'eau, dans les airs, on va passer, dans un deuxième temps de carrière, on va devenir des officiers d'état-major. Et donc la plupart des écoles de guerre, ce sont, et ce que je dis là n'est pas du tout péjoratif, c'est une vision qui tient tout à fait la route, c'est une école pour basculer de cette vie opérationnelle à cette vie d'état-major qui demande d'autres savoirs et d'autres savoir-faire. C'est la vision de la plupart des pays. Les écoles de guerre sont presque partout dans le monde des super écoles d'état-major. Une fois encore, quand je dis ça, ça n'est pas péjoratif. Il y a une autre vision, et c'est celle que moi je portais quand je suis arrivé à l'école de guerre, et c'est celle qui a guidé toute cette réforme avec mon prédécesseur d'ailleurs, qui avait commencé à la lancer, le général de Revier. Nous avons ensuite lancé et mené tous les deux, et que j'ai poursuivi après. C'est l'idée que non, c'est pas une école d'état-major, c'est bien plus que cela, c'est vraiment l'école des grands chefs de demain. Et du coup, toute la réforme à l'école de guerre a été conçue pour cela. Et en fonction de cette vision, c'est l'école des grands chefs de demain, eh bien on s'est dit, de quoi les grands chefs ont-ils besoin ? On ne s'est pas dit, de quoi les officiers d'état-major ont-ils besoin pour leur poste juste après l'école de guerre ? On s'est dit, de quoi ont-ils besoin pour, 10 ans ou 15 ans après, être les grands chefs dont nous avons véritablement besoin ?
Et la réponse s'est portée et s'est incarnée dans 9 piliers, très rapidement. Hein. D'abord, on a pensé que l'école de guerre devait être une école où il y avait une vraie personnalisation du parcours. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que les officiers avaient fait avant, et des dominantes de carrière qu'ils étaient censés avoir après. D'ailleurs, on a imposé au DRH d'armée de nous donner ces dominantes de carrière dès les premiers mois de l'école de guerre. Et bien, en fonction de ces 2 données, ce qu'ils avaient fait avant et ce qu'ils feraient après, ils ne font pas la même chose à l'école de guerre. C'est personnalisé, ce qui me semble être la première clé d'un enseignement intelligent. Le deuxième pilier, c'est une école qui repose sur la responsabilisation. Très exceptionnellement, je vais utiliser le mot d'élève, parce que j'avais interdit ce mot à l'école de guerre, des élèves, parce qu'ils ne sont pas des élèves. Ils ont 38 ans de moyenne d'âge. Ce sont les 20% meilleurs d'une population qui a déjà été extrêmement sélectionnée quand ils avaient 20 ans. Ce n'est pas des petits élèves. Ce sont des officiers brillants et responsables. Et donc, à l'école de guerre, une grande partie de l'enseignement leur est confiée. Je dirais même que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est eux qui en ont les rênes. Donc ça, c'est la responsabilisation. Le troisième pilier, c'est l'ouverture. Les auditeurs civils en sont un exemple. C'est pas le seul, c'est le plus emblématique. Et ça, on pourrait dire que c'était un peu les 3 piliers qui correspondent aux méthodes d'enseignement. Ensuite, il y a 3 piliers qui correspondent à la substance de l'enseignement. C'est une année pour qu'ils comprennent le monde mieux encore qu'ils ne l'avaient compris. Parce que c'est absolument fondamental. Comment voulez-vous que les grands chefs de demain puissent exercer leur fonction s'ils n'ont pas bien compris le monde ? C'est une année aussi où ils doivent dominer, maîtriser le fait militaire. J'entends par cela l'idée que depuis très en amont, la structuration des grandes organisations internationales, jusqu'à complètement en aval, le fait qu'un fantassin dans sa tranchée avant de monter à l'assaut, il a bien un fusil d'assaut dans les mains qui va lui permettre de monter à l'assaut, que le marin est sur un bateau qui non seulement navigue mais est un système d'armes, et la même chose pour l'aviateur dans son avion. Et toutes les logiques politiques, économiques, financières, industrielles, d'organisation, tout ça. Voilà, ça, il faut qu'ils l'aient parfaitement dominé, sinon ils ne pourront pas être les responsables de ces affaires ensuite. Donc ça là, maîtriser le fait militaire. Et puis le 6e pilier, c'est comprendre, connaître ce qu'on appelle la conduite des opérations. Ils n'en feront pas toujours, mais c'est notre vocabulaire, c'est notre culture commune. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on peut appeler cette école l'école de guerre, et pas, par exemple, la très haute école de la haute fonction publique française qui semble tant manquer à ce pays. Il y a une particularité, c'est bien ça, c'est la conduite des opérations. Et puis, les 3 derniers piliers, ils correspondent un peu à l'essence de cet enseignement, et ce sont les plus importants, c'est probablement ce qu'il y a de plus novateur à l'école de guerre d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a pu être avant. Le 7e pilier, c'est une année pour que véritablement les officiers apprennent à se connaître et travaillent sur eux-mêmes, pour être les chefs complets et équilibrés dont notre pays a besoin. D'autant plus que nous sommes en France dans un système de sélection des élites qui est très performant, qui a plein d'avantages, mais qui a aussi des inconvénients, et en particulier qui n'est pas suffisamment calé sur ce que je pourrais qualifier des conditions suffisantes. Les conditions nécessaires, c'est les capacités intellectuelles. Et notre système de grande école est un très bon système pour effectivement vérifier qu'il y a les conditions nécessaires. Mais les conditions suffisantes, qui sont en gros les qualités humaines, mais qui sont en fait les plus importantes pour les patrons, c'est là notre système, en France, il n'est pas tellement calé là-dessus, et pour moi ça me paraît fondamental. On a besoin de chefs complets et équilibrés. Pour être complet et équilibré, il faut un peu se poser des questions sur soi-même et avoir travaillé sur soi-même. Et en plus, c'est une chance pour l'école de guerre, 38 ans, qui est donc la moyenne d'âge, c'est un bon moment pour le faire. Si à 20 ans vous vous regardez le nombril, vous faites rien, vous appareillez pas, vous attaquez pas la falaise. À 50 ans, surtout pour nous les mecs, c'est probablement un peu trop tard, on est encaqué dans nos égos. Donc 38 ans, c'est un bon moment pour le faire. Donc ça, c'était le 7e pilier. Le 8e pilier, s'il n'y en avait plus qu'un, mais c'est toujours idiot ce genre de réflexion, mais s'il n'y en avait plus qu'un, à mon avis, c'est celui-là qu'il faudrait garder, c'est une année pour apprendre à penser autrement. Parce que ils sont les grands chefs de demain, ils auront à résoudre des problèmes qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, pour lesquels il faudra inventer des solutions nouvelles. S'ils ne se sont pas préparés à ça, ils ne seront pas au rendez-vous de leurs responsabilités. Donc penser autrement, ça doit être l'obsession de l'école de guerre. Enfin, en tout cas, moi je le pense. Et puis le dernier et 9e pilier, c'est une année pour apprendre à convaincre. Parce qu'on ne fait rien sans capacité de conviction. Et qu'il faut le travailler parce que là aussi, nos parcours, le système scolaire français, ce sont des banalités générales, mais elles ne sont pas toujours fausses,
ne nous prépare pas toujours à bien nous exprimer. D'autres pays font ça bien mieux que nous. Nous, Français, on n'est pas toujours très bons pour ça. Or, c'est fondamental, donc c'est vraiment une année pour apprendre à mieux s'exprimer, parce que sans capacité d'expression claire et percutante, on ne sait pas convaincre, et sans capacité à convaincre, on ne peut pas être un chef. Donc voilà en gros, rapidement, ou peut-être trop longuement, j'en sais rien pour un podcast, ce qu'est l'école de guerre aujourd'hui. Non, c'est le temps parfait si c'est le temps nécessaire. Du coup, par rapport à ces officiers, donc vous l'avez dit, il y a une notion importante qui va être la conviction, et aussi l'ouverture d'esprit en quelque sorte. Est-ce que c'est des éléments sur lesquels vous les recrutez ? Oui, en partie. Peut-être pas suffisamment. Je vais vous parler du concours de l'école de guerre vu par la marine, parce que c'est celui que je connais le mieux. Peut-être aussi, alors évidemment c'est suspect quand c'est un amiral qui dit ça, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est celui pour lequel cette claire conscience des enjeux est encore la plus forte. Les autres armées, pour des raisons parfaitement compréhensibles, de simplification du concours, ont peut-être, je dis bien peut-être, un peu oublié ces attendus. Donc je vais me cantonner à celui de la marine. L'esprit des autres en est proche, c'est pas du tout opposé. Aujourd'hui dans la marine, on recherche 4 choses très importantes pour ce concours, pour cette sélection, dont moi je continue à penser qu'elles sont tout à fait pertinentes pour le choix des grands chefs de demain. Et qui sont 4 choses qui n'étaient pas dans ce qu'on recherchait à 20 ans. Moi je suis rentré à l'école navale parce que j'étais bon en maths. On en reparlera peut-être, il y a des raisons pour cela. C'est aussi parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus que je suis pas allé dans une école d'ingénieur classique, mais néanmoins, je suis rentré à l'école navale parce que j'étais bon en maths. 15 ans plus tard, lorsqu'on m'a sélectionné pour rentrer dans ce vivier des potentiels futurs officiers généraux des armées, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la marine se pose 4 autres questions. Première question, et première réponse que la marine cherche vis-à-vis de chacun de ses candidats, c'est: sait-il écrire ? Parce que la marine considère que les grands patrons doivent savoir écrire. Et c'est pour ça qu'il y a un écrit avec 2 épreuves. L'armée de l'air aujourd'hui n'a plus qu'une épreuve. Moi je pense que c'est une erreur, parce qu'on juge mieux la capacité d'écrire sur 2 épreuves qui sont différentes que sur une seule. Il y a une épreuve de culture générale, elle a été abandonnée par l'armée de l'air, et puis une épreuve de synthèse. Moi je pense que ces 2 épreuves sont nécessaires, et je pense que savoir écrire c'est important pour les chefs. Deuxième critère, la marine cherche des officiers elle veut avoir des officiers qui sachent parler, parce que la marine considère qu'un chef doit savoir s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il y a ensuite une batterie d'oraux. Et là encore, je dis bien une batterie d'oraux, pas un seul oral. Fût-il un grand oral. Je pense qu'on a plus de chances de bien juger la capacité de quelqu'un à savoir s'exprimer sur plusieurs oraux que sur un seul. Troisième critère, la marine cherche des officiers qui, pendant leurs 15 premières années de carrière, ont su prouver qu'ils s'étaient intéressés à tout. Par exemple, le pilote de chasse de l'aéro a parfaitement compris les problématiques de logistique. Le nageur de combat a compris les problématiques de lutte au-dessus de la surface. Le mécanicien sait aussi comment fonctionne l'administration ou la lutte sous la mer. Donc, des officiers qui sont intéressés à tout et qui ont prouvé leur curiosité, des officiers qui ont non seulement réfléchi à tout, mais ont compris, et troisièmement, qui ont retenu tout ça. S'intéresser à tout, comprendre et retenir, ça me paraît assez pertinent pour des gens qu'on sélectionne pour être des grands chefs. Donc ça, c'est le troisième critère, et c'est aussi la raison d'être de la batterie d'oraux. C'est pour aller vérifier tout ça. On ira aussi bien vous poser des questions sur comment ça marche une centrale nucléaire que, alors je vais être volontairement décalé et poétique, c'est quoi le rayon vert ? Mais on va aussi vous poser des questions sur l'organisation de la marine, l'organisation de la justice en France, ou ce genre de choses, parce que ça me paraît tout à fait fondamental. Et le quatrième critère, et du coup là je vais un peu répondre à votre question que je n'ai pas oubliée, c'est qu'on cherche des officiers qui sont capables de s'être forgés et d'avoir une vision du monde, une vision et une compréhension du monde. D'où, en particulier, le grand oral.
il va servir à cela, pas uniquement, mais principalement à cela. Est-ce qu'ils ont une vision du monde, ou est-ce que ce sont des ectoplasmes qui n'ont rien compris, ou simplement répètent des trucs qu'ils ont appris bêtement? Est-ce qu'ils ont une vision du monde? Le grand oral sert à ça. Et il y a un autre oral qui sert à ça, j'espère qu'on ne le perdra pas, parce que la plupart des gens n'ont pas compris son sens. Il y a un oral d'histoire maritime. C'est pas un truc pour singes savants, l'oral d'histoire maritime. C'est justement pour vérifier qu'on est capable de se forger une vision du monde et des choses. Donc voilà comment est aujourd'hui encore bâti le concours d'école de guerre. C'est du coup un concours difficile, complexe, qui demande pour la plupart des officiers une longue préparation. Donc c'est un vrai choix, ça peut s'accompagner d'un certain nombre de sacrifices, et il est certain que vis-à-vis des difficultés du monde, d'une carrière, du temps que ça prend, de la vie familiale, il peut y avoir, et ça a été le cas, alors c'est toujours le cas pour les armées, une vraie tentation de simplifier ce concours. Personnellement, je pense que ce serait une erreur. Et pour former nos chefs de demain, on a besoin des meilleurs. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter, et donc la sélection, c'est quelque chose de difficile. Sélectionner les gens sur un oral, c'est prendre de grands risques de ne pas avoir choisi ceux qui étaient le plus intéressants. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part d'inné, en quelque sorte, pour être un chef? Ou un grand chef, plutôt, pour Bien sûr qu'il y a une part d'inné, évidemment. Ce serait en revanche une grande erreur de considérer qu'il n'y a que ça. On ne naît pas chef, on le devient, qu'on soit doué ou non. Et j'irais même jusqu'à dire que plus on est doué, plus il va falloir être à la hauteur des exigences de ces talents que nous avons. Vous savez, c'est la parabole des talents. La parabole des talents, elle devrait être enseignée à l'école laïque, et pas pour sa dimension religieuse et spirituelle, mais déjà parce que c'est la plus grande et la plus forte et la plus belle leçon de vie. Nous serons jugés non pas sur le nombre de talents que nous avons, mais sur ce que nous en avons fait. Et donc je dirais que plus quelqu'un est doué pour le commandement, plus il devrait se dire qu'il y a une exigence qu'il le travaille plus encore. Donc on ne naît pas chef, qu'on soit doué ou non, on le devient. Il y a des gens qui sont assez doués, mais qui, parce qu'ils ne sont pas passés par un parcours initiatique, finalement ne sont pas des bons chefs. Et puis il y a des gens qui n'étaient pas forcément très doués, mais parce qu'ils ont réfléchi à cela, ils l'ont travaillé, ils ont profité de l'expérience que la vie leur offrait, et qui deviennent des très bons chefs. Et puis il y en a quelques-uns aussi qui étaient à la fois doués, qui ont travaillé, et ça donne les meilleurs chefs. Mais on le devient, et on le devient par un parcours initiatique, et je crois que c'est en plus la responsabilité de tout système, civil ou militaire. La société civile se ferait bien de réfléchir à tout cela plus qu'elle ne le fait. Tout système devrait justement en avoir conscience et mettre en place ce parcours initiatique, qui a d'ailleurs un double but: pouvoir effectivement faire évoluer les gens vers l'excellence du commandant, et en même temps les sélectionner. Parce que le parcours initiatique vous donne des informations sur les gens et vous permet de dire, non, celui-là, finalement, c'est pas celui-là qu'il faut choisir. Ou à l'inverse, celui-là, on n'avait pas forcément pensé à lui, mais il s'avère que oui, c'est lui ou elle qu'il faut garder. Donc, pour le coup, on peut imaginer, alors, dans le cas de la marine, des officiers qui ne seraient pas rentrés par l'école navale, qui recrutent uniquement des ingénieurs, mais qui seraient devenus officiers par la voie des officiers sous contrat, peut très bien être retenu à l'école de guerre. Alors, là-dessus, la marine est en avance sur tout le monde. Et alors là, le marin que je suis assume, et je m'en réjouis. Et je n'imagine pas que les autres ne s'aligneront pas. Je reste juste un petit peu étonné que ça n'ait pas été plus rapide. Mais dans la marine, quelle que soit la porte d'entrée que vous avez empruntée pour devenir marin, vous pouvez passer l'école de guerre. Donc tout le monde, quel que soit son statut initial, peut passer l'école de guerre. Et pour cela, la marine a raison. Mais je ne doute pas que les deux autres armées s'alignent le plus vite possible sur cette pratique, cette philosophie de la marine. Il n'y a aucune raison pour que tout le monde, de manière complètement juste et égale, ne puisse pas concourir pour l'école de guerre. Je pense même que l'inverse, et qui existe encore un petit peu, c'est en train de changer. L'armée de terre a déjà fait un premier mouvement. Je pense qu'elle ira au bout de cette logique. Je pense que l'armée de l'air suivra. Mais il n'y a pas de raison. Enfin bref, là-dessus, et là encore, évidemment, c'est suspect quand c'est un marin qui le dit, c'est évidemment la marine qui a raison de permettre à chacun, quelle que soit sa porte d'entrée dans la marine, de pouvoir, le moment venu, passer le concours de l'école de guerre. C'est évidemment la seule solution qui tient la route. Donc on l'a évoqué, le recrutement des officiers stagiaires de l'école de guerre, leur formation. Une fois qu'ils sortent de l'école de guerre, on a dit ce sont des grands chefs.
Concrètement, alors, c'est pas tout de suite des grands chefs, mais il y a deux choses. D'abord, il y a leur vie d'état-major. Et en fait, lorsque, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux visions de l'école de guerre, soit une super école d'état-major, soit vraiment l'école des grands chefs, moi j'ai fait le pari, lorsque j'ai conduit cette réforme, que en les préparant à devenir des grands chefs, on ferait de l'ensemble d'entre eux des bons officiers d'état-major. Donc ils ont d'abord un premier temps de vie d'état-major. Vous savez, c'est comme dans la société civile, lorsque après avoir eu pendant 15 ou 20 ans des fonctions très opérationnelles, comme patron d'usine ou chef de BU, ou appelez cela comme vous voulez en fonction du vocabulaire des différents secteurs de la société civile, vous êtes récupéré, sélectionné par le siège de la holding de votre boîte pour y exercer des fonctions. C'est un peu la même chose après l'école de guerre. Vous allez au siège de la holding, que ce soit dans votre armée ou de manière plus générale l'état-major des armées. Et là, vous avez un certain nombre de fonctions à remplir qui sont différentes de celles de la première partie de carrière, mais qui sont très importantes, qui sont même parfois, on n'imagine pas, peut-être plus importantes encore que les fonctions opérationnelles, parce que vous pouvez être à un moment donné, même comme jeune lieutenant-colonel ou jeune capitaine de frégate, chargé d'un dossier où, si vous ne le faites pas avancer, personne ne le fera avancer pour vous, et votre armée, ou les armées en général, du coup, en pâtiront. Quand vous êtes sur votre bateau ou dans un régiment, alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, si vous n'êtes pas très bon, c'est pas top. Mais ça ne changera pas forcément le sort de l'armée de terre ou de la marine. Que vous êtes jeune lieutenant-colonel à l'état-major de l'armée de terre ou jeune capitaine de frégate à l'état-major de la marine, en charge d'un dossier, si vous ne le faites pas avancer vous, c'est toute la marine, toute l'armée de terre qui le payera. Et donc ça, c'est une responsabilité extrêmement exigeante, mais aussi passionnante, qui vous permet de compenser éventuellement d'avoir perdu tout ce qui fait l'attrait de cette vie opérationnelle qu'on a connue dans les premières années. L'arrivée en état-major, lorsque vous basculez, je vous raconterai des coups si je vous disais que moi j'avais trouvé ça très drôle. Non, au début, perdre la mer, la vie d'équipage et la vie opérationnelle, je n'ai pas trouvé ça très drôle au début. Puis après, j'ai compris qu'il y avait d'autres enjeux, qu'ils étaient importants, qu'il y avait d'autres combats à mener et qu'il était nécessaire de les gagner et que c'était motivant. Est-ce que la période opérationnelle est nécessaire pour ensuite exercer des fonctions d'état-major ? C'est une très bonne question. Je vais faire une réponse générale. Il faut toujours se méfier des réponses générales. Et moi, je suis convaincu que les meilleurs principes souffrent d'exceptions. Et d'ailleurs, que plus un principe est bon, plus il peut se permettre d'exceptions. Donc, prenez ma réponse comme une réponse générale et qu'elle peut souffrir des exceptions. Globalement, pour des problématiques aussi particulières que celles des militaires, dans la majorité des domaines, pas tous, mais dans la majorité des domaines, avoir exercé des fonctions opérationnelles avant, à mon avis, vous permet d'être plus performant. Je vais répondre comme ça. Donc, globalement, la réponse est oui. C'est une réponse globale. Il y a certains sujets pour lesquels c'est moins vrai. Et d'ailleurs, les armées vont de temps en temps chercher des gens qui ont un autre parcours parce qu'on a besoin d'un savoir-faire dont on sait très bien qu'on n'a pas développé dans les armées. Et puis, vous avez des individus qui ont la capacité à transcender les silos dans lesquels ils ont éventuellement été cantonnés. Mais globalement, c'est tellement particulier, ce métier de militaire, avoir une vie opérationnelle avant d'exercer des responsabilités importantes en état-major, c'est globalement pas idiot. Alors, par rapport au commandement, le général de Gaulle disait que la véritable école du commandement est celle de la culture générale. Qu'en pensez-vous ? Je pense que, comme bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, le général de Gaulle dit des choses tout à fait sensées et profondes. Et en tout cas, personnellement, je suis convaincu, comme lui, que la culture est fondamentale pour un chef. Pour au moins deux raisons. D'abord, parce que, et là encore c'est un peu idiot ce genre de phrase, et je l'ai dit tout à l'heure à propos du penser autrement pour l'école de guerre, et c'est réducteur, mais de temps en temps la caricature ou la réduction permet d'être clair et d'expliquer quelles sont les choses importantes. Si un chef, et c'est ça qui est réducteur, si un chef ne devait être qu'une seule chose, ça c'est ballot, mais ça me permet de me faire comprendre, si un chef ne devait être plus qu'une seule chose, ça devrait être une énergie. Parce que c'est son énergie de chef qui va ensuite générer l'énergie des hommes et des femmes qu'on lui a confiés au service de la mission qu'on leur a aussi confiée collectivement. Donc un chef, ça doit être une énergie.
Et la culture est fondamentale pour 2 raisons. La première, parce que la culture est déjà en soi une source d'énergie. Puisque je vous dis que l'énergie était fondamentale, on aurait tort de passer à côté d'une source d'énergie. Pourquoi c'est une source d'énergie ? Pour une raison toute simple, c'est que sans culture, il n'y a pas de vision. Sans vision, il n'y a pas de perspective. Et sans perspective, moi le matin, je reste dans mon plumard. On ne se lève pas. Donc c'est fondamental. Donc la culture, c'est déjà en soi une formidable source d'énergie. Et puis c'est pas seulement ça, la culture. C'est en même temps, et c'est pour ça que c'est si important, je vais utiliser une très belle, jolie expression que les marins emploient pour qualifier, pour nommer l'axe de progression de leur bateau. Ça s'appelle la ligne de foi. Vous voyez combien ce terme, qui est technique lorsqu'il veut dire l'axe de progression du bateau, est un terme infiniment plus riche et qui porte beaucoup de choses en soi. La culture, c'est notre ligne de foi. La culture, c'est ce qui nous fait rester au vent des dangers. La culture, c'est ce qui nous permet de ne pas traverser la ligne jaune. La culture, c'est ce qui nous permet de ne pas aller là où il ne faut pas aller, de ne pas transgresser ce qui ne doit pas être transgressé. Et en même temps, mais tout ça est lié à cette notion de ligne de foi, la culture, c'est aussi cela qui vous permet de penser autrement, parce que vous ne pouvez pas penser autrement sans référence, sans idée qu'on vous souffle à droite ou à gauche, ou sans association que vous pouvez faire. Et donc, à la fois parce que c'est une source extrêmement précieuse et performante d'énergie, et aussi parce que c'est notre ligne de foi, c'est notre capacité à penser autrement, c'est notre capacité à imaginer le monde, à imaginer des solutions nouvelles, à avoir des références. La culture, c'est fondamental. Alors, et aujourd'hui, peut-être que je dévance votre question, notre époque de cancel culture, notre époque du woke et tout ça, mais d'abord c'est crétinissime, je ne comprends même pas d'ailleurs qu'on relaie ces idées-là, on devrait même pas rebondir là-dessus, mais c'est mortifère. La cancel culture, la culture woke, c'est mortifère. D'abord, c'est faux et mensonger, et c'est mortifère. Alors on a vu il y a quelques semaines, je crois, que des universités américaines refusent désormais d'apprendre l'histoire antique. C'est totalement débile, c'est dramatique. Relisez tous Thucydide et la guerre du Péloponnèse, tout est là. Tout est là. La guerre du Péloponnèse, c'est la meilleure des gazettes d'aujourd'hui. Avec une seule différence, c'est que c'est d'une qualité littéraire très supérieure à nos gazettes d'aujourd'hui. Mais c'est la meilleure des gazettes d'aujourd'hui. Et pas seulement sur la guerre, sur la vie en général, sur la vie politique. Vous voulez comprendre le monde d'aujourd'hui ? Lisez Thucydide. C'est bien meilleur, alors je vais être sympa, je vais pas les citer, mais que tous les journaux d'aujourd'hui ou tous les soi-disant penseurs d'aujourd'hui. Donc, décréter pour des raisons mais stupides, et en plus tellement décalées dans le temps qu'il ne faut plus faire du latin, du grec et rejeter la culture antique, mais ça s'appelle un suicide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un suicide. D'ailleurs, pour relire Thucydide, on peut vous conseiller les éditions de l'École de guerre. Absolument. C'est apparu récemment. Très belle maison d'édition. Est-ce qu'on vous la doit d'ailleurs ? Oui, c'est moi le coupable. Vous êtes coupable. Vous êtes aussi, du coup, écrivain de marine. Est-ce que l'écriture, c'est un nécessaire à la culture ? Alors, si c'est une question collective et globale, la réponse est oui. L'écriture, c'est nécessaire pour la culture, parce que si vous écrivez pas, il n'y a pas de traces, comment voulez-vous alimenter la culture ? Et donc, il faut, pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait une transmission. Je vous accorde qu'il peut y avoir une transmission sans l'écrit. Et d'ailleurs, nos ancêtres, pendant longtemps, ont été dans des cultures de transmission orale. L'écrit, pour cela, c'est quand même assez efficace. Ça permet en particulier de s'assurer que ce que l'on a pensé à un moment donné va rester sous la forme que l'on lui a donnée. La transmission orale, vous savez très bien que ça déforme. Donc, et puis la transmission écrite, non, c'est nécessaire. Alors si votre question, donc globalement, si c'est une question globale, c'est même pas nécessaire, c'est indispensable. Ensuite, si votre question, par un glissement, je la reformule autrement en disant « est-ce que c'est une nécessité personnelle ?» Là, je ne sais pas vous répondre, je n'en sais rien. Moi, j'ai écrit mon premier bouquin parce que
j'étais en école de spécialité où je me préparais à devenir un spécialiste de la lutte anti-sous-marine. C'est une année scolaire complète où on fait beaucoup de maths et de physique, de théorie du signal. Très honnêtement, je trouvais ça un peu casse-pied. Et j'ai eu peur de m'embêter. C'est là que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin pendant mes heures de théorie du signal. Maintenant, il y a prescription, je peux avouer. Et j'imaginais pas du tout d'ailleurs que ça ferait un livre un jour, mais donc j'ai écrit mes premières pages pour m'occuper pendant mes cours de théorie du signal, parce que déjà ça m'avait un peu embêté en taupe à l'école navale, c'est pas ce que j'avais préféré. Donc recommencer ça 5 ans après mon premier commandement, j'avais peur que l'année soit très longue et chiante, et c'est comme ça que j'ai rédigé des pages qui sont devenues mon premier bouquin. Donc vous voyez, il n'était pas du tout écrit, si j'ose dire, que j'aurais une carrière littéraire. Donc c'est parti de manière absolument non contrôlée. Donc est-ce une nécessité personnelle? J'en sais rien. Est-ce une nécessité globale et collective? La réponse là, de manière certaine, oui. Alors on a tendance à opposer les sciences, qui, comme vous l'avez dit, parfois peuvent être réverbatives, on va dire, et les lettres et plus généralement la culture. Est-ce que c'est pas une erreur? Et est-ce qu'au final la culture n'est pas à la fois scientifique et artistique, littéraire, etc. Vous avez évidemment raison. Et cette segmentation entre les différents domaines et compartiments de la culture est à la fois idiote et contre-productive. D'abord, la culture, c'est ce que, d'une manière générale, vous apprenez. Et il y a des tas de modes d'apprentissage. Et il n'y en a pas qui sont supérieurs à d'autres. Vous avez effectivement celui de l'école, au sens large et général. C'est effectivement le premier mode de transmission de la culture, et il est très important. Et quand l'école va mal, quelle qu'elle soit, on voit bien que la société va pas bien. Donc, c'est pas le sujet du jour, mais on comprend bien que c'est fondamental. Donc ça, c'est le premier mode de transmission de la culture, c'est l'école. Mais c'est pas le seul. Il y a évidemment la lecture. Je veux dire, on peut se cultiver soi-même en lisant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se cultive. Et puis aussi, il y a la transmission d'abord parce que les autres vous donnent, par l'exemple et par l'expérience. Et vous avez des gens qui ne sont jamais allés dans les écoles, mais qui sont d'une grande culture parce que chaque événement de leur vie, ils en ont fait une expérience qui leur a appris des choses et qu'ils ont retenues. Et puis vous avez des gens qui sont allés faire des écoles, et parfois même des grandes et belles écoles, et en fait qui n'ont jamais rien appris. Ils ont mangé du foin, mais ils n'ont pas tellement fait plus. Et comme le système de sélection n'est pas toujours pertinent, puisqu'on vous demande en gros de bouffer une botte de foin le plus vite possible et de la restituer, c'est pas toujours top. Donc il y a des gens qui sont allés dans les écoles très longtemps, qui ont des beaux diplômes, mais qui n'ont pas appris grand-chose. Il y a des gens qui ne sont jamais allés dans les écoles et qui sont très cultivés. Et donc la culture, il faut bien comprendre que la culture, ou ce qu'on appelle la culture générale, c'est bien la somme de tous ces apprentissages, c'est ça qui est important. Et donc ça, c'est mon premier commentaire. Et le deuxième commentaire, évidemment, la culture, c'est pas cantonné dans un champ. Alors c'est vrai que quand vous faites des études de lettres, d'abord, c'est parfois un peu moins ingrat que des études scientifiques. Ça vous permet de mieux briller dans les salons que lorsque vous prétendez savoir résoudre une intégrale triple ou que vous avez compris à peu près ce que sont les séries de Fourier. Mais la culture, c'est tout ça. Et le problème, c'est que nous sommes dans un monde où les esprits universels sont de plus en plus rares, parce que c'est compliqué. On n'a pas tous, et d'ailleurs quasiment personne n'a la capacité d'être un esprit universel, mais je crois qu'il faut on essaye en tout cas de s'intéresser à un maximum de choses, et je ne crois pas qu'il y ait de culture, je ne crois pas qu'il y ait de monde performant et encore moins harmonieux sans croiser des mondes. Je pense que la notion de croiser des mondes, pour reprendre le très joli terme de ce qui était l'événement final, et là c'est terminé maintenant, mais de l'école de guerre, ça s'appelait la croisée des mondes. Je crois que la croisée des mondes est l'une des solutions pour que notre monde soit harmonieux et performant. C'est fondamental, et donc ça concerne le champ de la culture. Plus nous avons la capacité à nous intéresser à des choses variées, mais c'est pas facile parce que dans chaque domaine, mais c'est trop important, et il ne faut pas considérer que la culture elle est que dans le champ des sciences humaines ou dans celui des sciences dures. Généralement c'est pas le réflexe que l'on a. Elle est bien dans la capacité de ces mondes à échanger entre eux et à se comprendre et à se connaître. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse juste pour dire qu'on peut également retrouver les différentes interventions de la croisée des mondes, enfin la plupart des interventions du moins, sur YouTube, peut-être même sur la page YouTube de l'école de guerre. J'espère qu'on la trouve là, on peut effectivement la trouver sur YouTube, et puis surtout on peut trouver aux éditions de l'école de guerre chaque année des très beaux livres qui sont un recueil de la croisée des mondes de l'année, enfin en tout cas les 4 années où il y a eu la croisée des mondes. Vos 4 années du coup. Ça, c'est pas important, ça, on s'en fout. Alors, on l'a dit, du coup, la culture, c'est aussi elle est plurielle.
L'armée aussi est plurielle, vu qu'on a des marins, des terriens, des aviateurs, et puis même au sein de la marine, on a des sous-mariniers et des surfaciers. Vous avez été dans les deux. Est-ce que la culture diffère entre toutes ces entités-là ? Alors, entre les marins eux-mêmes, je vais commencer par là, pour vous répondre, il y a vraiment une culture commune extrêmement forte. C'est quelque chose que la marine a réussi, sans vertu particulière, c'est parce que c'est la vie d'équipage, c'est le huis clos face à la mer qui pousse les marins à être comme ça. Mais vous avez une culture commune chez les marins qui est extrêmement forte. Ensuite, au sein des autres armées, et ce que je vais dire est une observation, c'est pas une critique. Il y a plus de difficultés à avoir cette culture commune. Dans l'armée de terre, la notion d'arme reste très forte et a des vraies raisons, elle est justifiée. Elle provoque des différences qui sont plus grandes que celles qu'on observe dans la marine. L'armée de terre en est consciente, c'est pour ça que l'armée de terre fait un très beau travail que le marin que je suis pendant longtemps n'a pas compris, mais qui est tout à fait justifié sur justement les traditions de l'armée de terre, pour comprendre cela. Et puis l'armée de l'air est là aussi ensuite soumise à une autre réalité, c'est que dans l'armée de l'air, ceux qui combattent, et là c'est pas du tout une critique, c'est une observation, sont pas très nombreux. Et en plus, la plupart du temps, il y a des équipages, mais bien souvent, en plus, ils sont seuls. Et donc vous voyez bien que ce sont donc des logiques complètement différentes. Lorsque vous êtes un mécanicien dans l'armée de l'air, vous n'allez pas au combat, vous n'êtes pas dans l'avion, vous vous en occupez lorsqu'il revient, ce qui est absolument fondamental. Important, mais vous êtes pas embarqué. Lorsque vous êtes un mécanicien dans la marine, vous êtes embarqué. Donc vous voyez que ça crée des différences culturelles naturelles, mais qui sont d'ailleurs une chance, parce que justement, ces cultures différentes, moi je considère que des cultures différentes, c'est une richesse inouïe. La monoculture, ça peut être dangereux. Donc ces cultures différentes sont effectivement existantes et renforcées par le fait que les trois armées, là encore c'est une approximation, c'est dit vite mais c'est pas complètement faux, exercent leur activité, leur mission dans des milieux différents. Et croire comme bien souvent ceux qui nous dirigent, je ne parle pas des chefs militaires, là, je parle de nos politiques, ont beaucoup de mal à comprendre cela et considèrent qu'un militaire, qu'il soit marin, aviateur ou terrien, en fait c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et cette logique de culture de milieu, elle est absolument primordiale, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on essaye de la gommer, on fait une erreur très importante. Elle est très, 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 très importante et constitutive de ce que nous sommes. Évidemment, ensuite, l'enjeu est de mettre ensemble ces différentes cultures pour qu'elles s'enrichissent et pas pour qu'elles soient antagonistes. Et c'est vrai que là, le crétinisme villageois gaulois, qui dure depuis plus de 2000 ans, n'est pas toujours un atout. Mais ces cultures différentes, elles sont fondamentales, il faut savoir les préserver, il faut œuvrer ensuite pour qu'on les mette ensemble. C'est l'une des responsabilités fortes et belles de l'école de guerre, c'est que justement tous ces officiers se retrouvent à mi-carrière, forts de leur culture propre, pour la faire connaître aux autres, la faire partager, et être capable ensuite de mener des combats ensemble, d'autant plus forts qu'on est enrichi de la culture de chacun. Mais dire qu'il faut peindre tout le monde de la même façon et tous réagir de la même manière, là aussi, ça serait mortifère. C'est une vraie tentation. Et en particulier, c'est une vraie tentation des pouvoirs politiques successifs, quel que soit leur bord. Oui, probablement parce qu'ils ne connaissent pas... Entre autres parce qu'ils ne connaissent pas, parce que nous ne savons pas suffisamment nous faire connaître, nous ne savons pas suffisamment convaincre, et donc on a nous-mêmes, les militaires, une part de responsabilité dans cet état de fait. Pourtant, vous avez prévenu à chaque fois les officiers stagiaires d'école de guerre qui devaient convaincre. Mais je suis convaincu que la nouvelle génération de chefs sera bien meilleure que ce que ma génération a pu être. Alors il y a aussi quelque chose qui est lancé, on va dire, depuis quelques années, depuis plusieurs décennies même, c'est l'emploi fréquent et peut-être croissant de termes, notamment anglais. De Gaulle disait déjà en 1962 à Mesmer, qui était alors ministre de la Défense, qu'il fallait proscrire les termes étrangers chaque fois qu'un
un terme français existait, il avait rajouté en note manuscrite, c'est-à-dire dans tous les cas. Est-ce que c'est pas une défaite justement d'employer autant de termes anglais, même au-delà de l'interarmée, qui nécessite du coup une langue commune? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Que l'anglais soit devenu la première langue utilisée dans le monde, et non plus le français comme c'était au XVIIIe, ça on peut le regretter, je le regrette. Peut-être que si Jeanne d'Arc n'avait pas été là, le roi d'Angleterre serait devenu roi de France. D'abord, il parlait le français à l'époque, le roi d'Angleterre. Il y avait 4 millions d'Anglais, 16 millions de Français. Un roi d'Angleterre devenant roi de France, en fait, les Anglais se seraient mis à parler français. Puis ensuite, les États-Unis à parler français, et on serait aujourd'hui dans une autre situation. C'est évidemment complètement idiot de refaire l'histoire. Est-ce que je regrette que la France ne soit pas la première langue parlée au monde? Oui, bien sûr que je le regrette. Est-ce que ça m'empêche de dormir? La réponse est non. Est-ce qu'ensuite, il ne faut pas s'adapter au monde? Et dans les situations où nous avons besoin d'une langue commune, adopter une langue qui est par ailleurs une langue plus facile que le français, moi, très honnêtement, ça ne m'empêche pas de dormir. Et donc, en opération, on parle l'anglais, ou qu'on s'entraîne pour cela, nous, Français, en anglais, ne me choque pas un seul instant. Que nos médias, web, télé ou journaux massacrent la langue française tous les jours, ça m'ennuie beaucoup plus que l'utilisation technique opérationnelle d'un sabir anglais lorsque c'est nécessaire. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Oui, que les présentateurs télé, que sur le web, que dans nos mails, le français devienne une espèce de sabir incompréhensible, ça je trouve ça triste. Que dans l'exercice de nos responsabilités opérationnelles, on parle l'anglais qui est une langue commune avec ceux avec qui de toute façon on intervient. Bon, ça ne me gêne pas une seule seconde, et je pense que ce que dit le général de Gaulle partait de sentiments pas idiots pour certaines circonstances, mais pas adaptés à toutes. Que la langue opérationnelle soit l'anglais, moi ça ne me choque pas. Commençons déjà à essayer de parler le français à peu près bien dans les situations courantes, et c'est ce qui se fait de moins en moins. Et que le français soit massacré à la télé m'ennuie beaucoup plus que dans des messages opérationnels où l'anglais reste assez pratique. Et pour ça aussi, la culture aide beaucoup. Et la culture, comme toujours, est notre ligne de foi. Alors justement, par rapport à cette ligne de foi, vous avez longtemps navigué dans votre première partie de carrière sur des bâtiments de surface, dans des sous-marins. Qu'est-ce qu'on ressent quand on navigue Est-ce que déjà il y a une différence entre de sentiments, entre guillemets, quand vous naviguez sous l'eau et sur l'eau? Et qu'est-ce qu'on sent en général quand on navigue? Alors, réponse facile à la partie facile de votre question, puisque moi j'ai eu la chance, ce qui est assez rare finalement, mais j'ai eu la chance d'être à la fois surfacier et sous-marinier. Je n'ai pas éprouvé de différence majeure entre ma vie, mon vécu, mon quotidien de sous-marinier et de surfacier. J'ai vraiment eu le sentiment que c'est la même vie. On a un peu moins de place dans les sous-marins, ça c'est certain. Quand on est sous l'eau, ça bouge moins qu'un bâtiment de surface. Quand on est dans la surface, ça bouge encore plus. Un sous-marin, c'est un cylindre, donc un sous-marin en surface, c'est vraiment, ça bouge beaucoup. Mais ça, à ces détails près, j'ai pas eu le sentiment que dans ma carrière, il y avait deux vies différentes, ma vie de surfacier et ma vie de sous-marinier. Vraiment, je pensais que ça serait le cas, parce que d'ailleurs tout le monde raconte ça. Ouais, c'est tellement différent. Non, très honnêtement, moi qui suis l'un des rares à avoir connu les deux, moi vraiment, j'ai pas tellement vu de différence. À la place près que vous avez, effectivement, mais donc j'ai pas vu beaucoup de différence. Donc c'est la même vie, c'est les mêmes sensations. Ensuite, d'une manière plus générale, qu'est-ce qui se passe quand on est marin? Je peux simplement vous répondre, dans mon cas personnel, quelque chose que je ne sais pas expliquer. L'être simple que je suis, il se trouve que lorsque je suis sur l'eau, je suis heureux. Ne me demandez pas de vous dire pourquoi, je peux juste vous rendre compte de ce constat. Le simple fait d'être sur l'eau fait de moi un être heureux. Alors ensuite, je sais vous dire ce que j'aime dans la vie d'équipage, ce que j'aime dans les responsabilités du commandement, qui pour moi, commander, c'est l'une des plus belles, pas la seule, mais c'est l'une des plus belles façons de servir les autres, en particulier ceux qu'on vous a confiés. Ça, je sais vous dire pourquoi j'ai aimé ça, pourquoi j'aime le commandement, pourquoi j'aime la vie d'équipage. Pourquoi suis-je heureux quand je suis en mer? C'est quelque chose de naturel, de vital, d'incontrôlé. Voilà, il se trouve que je suis un mec heureux quand il a les pieds sur l'eau. Point final. Si vous l'avez trouvé, c'est déjà bien.
Alors, au-delà de vos études en lien avec la marine, et avec les armées en général, vous êtes aussi diplômé d'HEC. Et à HEC, on parle beaucoup de management. Entre commandement et management, est-ce que vous faites une différence? Et si oui, laquelle? J'en fais une particulière. Et à cette différence particulière, tous les débats sur commandement et management, qui en plus la plupart du temps n'évoquent jamais ce que je vais vous dire, me paraissent être de la foutaise sans intérêt. Un commandant, c'est un manager. Et moi, je crois. Alors, c'est une explication, c'est une définition personnelle. On a totalement le droit de ne pas l'acheter. Je vais vous donner la mienne et qui, à mes yeux, me paraît la seule intéressante. La différence entre commandement et management, vous avez des gens qui vous disent, dans la marine, commander c'est à la mer, manager c'est à terre, tout ça, je trouve que c'est des couillonnades. Pour moi, la seule vraie raison qui justifie la différence entre ces deux mots, c'est l'affaire de la mort. La particularité, la spécificité d'un militaire, contrairement à ce que l'on raconte bien souvent, là aussi c'est étonnant combien souvent on raconte des choses qui en fait ne sont pas vraies. La spécificité du militaire, ça n'est pas d'accepter ou de pouvoir mourir et d'offrir sa vie. C'est pas ça sa spécificité. La spécificité du militaire, c'est de porter la mort. Et il est le seul citoyen dans la nation qui est habilité à le faire parce que la nation lui confie ce pouvoir, cette exigence exorbitante de porter la mort lorsque la nation considère que cette violence est nécessaire. La spécificité du militaire, elle est là. Il se trouve que, par ailleurs, puisqu'il va porter la mort, il accepte de la recevoir. Et c'est ce qui sauve son humanité. Je pense d'ailleurs que dans un monde où on va développer de plus en plus des engins qui vont pouvoir donner la mort sans qu'un homme risque lui-même sa vie, ça va poser des vraies questions philosophiques aux militaires. Parce que lorsque votre spécificité est de porter la mort, mais que vous ne risquez plus votre vie, le risque que vous perdiez votre humanité existe. Bon, mais ce n'est pas le sens de votre question. Puisque la spécificité du militaire, c'est de porter la mort, et qu'il est le seul à être dans cette condition-là, au nom de la nation qui lui délègue cette responsabilité exorbitante, c'est là qu'il y a, à mon sens, la raison d'utiliser et de considérer que commander, ça n'est pas manager. C'est cette affaire, c'est ce rapport à la mort. Le commandant, c'est celui qui part au combat avec des hommes et des femmes qu'on lui a confiés pour porter la mort. Ce qu'un manager n'aura jamais à faire. Ce distinguo non négligeable près et étant effectué, pour tout le reste, les discussions oiseuses sur les différences entre commandement et management me semblent à moi sans aucun intérêt. Au détail près, qui n'en est pas un de cette histoire de la mort que l'on porte, et qui fait la spécificité du militaire et qui, à mon avis, justifie qu'on ait un mot particulier pour les chefs qui portent cette responsabilité, qu'on appelle les commandants, à cette affaire près, tout le reste, toutes les discussions, qui effectivement sont extrêmement classiques, pour moi, c'est de la couillonnade sans intérêt. Un commandant doit être un manager parce que dans l'exercice, dans l'organisation de ses responsabilités, dans sa vision du monde, dans la construction des systèmes qu'on lui confie, dans la préparation de sa mission, dans la motivation de ses hommes et de ses femmes, dans tout cela, commandant manager, c'est la même chose. Je trouve justifié qu'il y ait un mot différent pour les managers militaires, qui sont les commandants, à cause de cette histoire très importante de la mort, mais qui ne concerne pas la société civile. Fort heureusement, nous les militaires, oui, nous sommes justement là pour cela. Vous savez, on retrouve dans cette analyse, dans cette vision du monde, qui est la mienne, en fait, les grands ordres du Moyen-Âge, qui étaient tout sauf un temps obscur, comme on sait plus à nous le raconter, avec effectivement les trois grands ordres du Moyen-Âge, les oratores, les laboratores et les bellatores. Et vous avez une petite partie des citoyens, les bellatores, qui sont chargés de se battre pour que les autres puissent prier,
ça existe de moins en moins, et travailler, il semblerait que ça existe encore, même si là aussi c'est de plus en plus décrié. Hors période Covid. Justement, ce fait pour un chef d'avoir, au-delà de la responsabilité de donner la mort, de donner l'ordre de donner la mort et de recevoir potentiellement en retour la mort, sa mort propre, mais aussi celle de son équipage, quand vous avez par exemple reçu le commandement de certains navires, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Je crois qu'il ne faut pas être obsédé, il faut avoir une claire conscience de notre spécificité militaire, surtout quand on est chef, sinon ce serait non seulement déplorable mais même scandaleux. Ensuite, il ne faut pas être obsédé par cette histoire de la mort. En revanche, il faut inscrire en permanence notre responsabilité managériale ou de commandant, et a fortiori lorsqu'elle est justement de commandant, dans ce que j'appelle les 4 points cardinaux des chefs de tout chef. Ce que je vais dire est vrai pour les chefs militaires, mais ce que je vais dire là est vrai également pour les chefs civils. Avec la problématique de la mort mise de côté pour les chefs civils. Je crois que tout chef doit en permanence avoir à l'esprit ce que j'appelle ces 4 points cardinaux qui sont la mission. On est chef parce qu'on a une mission. On vous confie des hommes et des femmes sur lesquels vous exercez une responsabilité parce que ensemble vous avez une mission à remplir. Ensuite, deuxième point cardinal, cette mission doit avoir du sens. Si elle vous est donnée, tant mieux. C'est la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, le cas des militaires. Nos missions ont un sens. À ce moment-là, lorsqu'elles ont un sens, le rôle du chef est de l'expliquer aux hommes et aux femmes qu'il a avec lui pour remplir sa mission, pour s'assurer qu'ils ont compris le sens de cette mission, parce qu'on ne remplit pas bien une mission si on n'en a pas compris le sens. Lorsque ce sens n'est pas là, ou n'est pas évident, et ça peut être le cas beaucoup plus souvent dans la société civile qu'à la société militaire, la première responsabilité du chef est de trouver ce sens. Et ensuite, une fois qu'il l'a trouvé, de l'expliquer. J'irais même jusqu'à dire, d'ailleurs je vais jusqu'à dire, que s'il n'y a pas de sens, si ce sens est introuvable parce qu'il n'existe pas, je pense que la première responsabilité du chef est de refuser cette mission qui n'aurait pas de sens. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis convaincu. Donc mission, sens. Troisième point cardinal, les circonstances. Napoléon, De Gaulle d'ailleurs l'explique très bien, et il en parle beaucoup, que ce soit dans Vers l'armée de métier ou Le fil de l'épée. Napoléon était obsédé par les circonstances, et il avait raison. Tout est circonstance. Et notre mission et le sens qu'elle a doivent s'inscrire, répondre aux... J'ai dit répondre, pas seulement s'adapter, répondre aux circonstances. Ça, c'est absolument primordial. Et puis, quatrième point cardinal, les hommes, et en particulier ceux que, comme chef, on vous a confiés. C'est le dernier point cardinal, mais c'est le plus important. Et donc, mission, sens, circonstances et hommes, ce sont les 4 points cardinaux de tout chef. Et lorsque vous êtes investi de responsabilité et que vous avez la claire conscience de ces 4 points cardinaux, la mission, le sens, les circonstances et les hommes, les choses ensuite se déroulent naturellement et simplement. Et en particulier la très lourde responsabilité de cette mort portée au reçu, lorsqu'elles s'inscrivent dans ces points cardinaux, je ne vais pas dire que c'est plus un problème, mais ça s'inscrit naturellement et donc vous savez répondre à ces enjeux et c'est plus une obsession. Si mission, sens, circonstances et hommes, c'est pas clair, ça va être indémerdable, ça c'est sûr. Est-ce qu'en quelque sorte, l'humain est au cœur des armées ? Ah, c'est pas en quelque sorte, c'est totalement, complètement, absolument, l'homme est au cœur des armées. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, mais ça m'énerve cette façon d'être obligé de dire, justement, de massacrer la langue française, et d'oublier que quand on commence un truc, bonjour à tous, ou l'homme avec un grand H, c'est l'humanité, c'est l'homme et la femme, donc cette façon aujourd'hui d'être toujours tout reprécisé, ça me paraît débile, en plus ça ne règle pas les problèmes, je vois pourquoi ce genre de tics de langage ont empêché les connards de tabasser leurs femmes, donc à mon avis ça ne règle pas les problèmes. Il y a des combats plus importants.
Non, c'est une notion importante, mais c'est pas une façon intelligente de régler ces problématiques lorsque, hélas, elles sont là. Mais je pense que c'est important de souligner ce point-là, que l'humain est au cœur des armées. C'est assez loin de l'image qu'on a en général. Tout est humain et c'est heureusement... Est-ce qu'on le fait toujours bien ? La réponse est hélas non. Mais en tout cas, c'est heureusement une claire conscience, un credo de tous les militaires. Tout est humain. Mais c'est parce que, si vous voulez, d'abord, nos missions existent, le sens est là, dans des circonstances difficiles, et avec, effectivement, là, pour le coup, pour nous, ce rapport à la mort qui est toujours là. Et ça vous fait clairement prendre conscience de l'importance, de la primauté de l'humanité, et que l'homme est au cœur de tout cela, et qu'on agit pour lui. Alors si l'homme est au cœur du système militaire, on va dire, la marine a aussi une place importante dans nos armées et dans notre pays. Oui, comme les deux autres armées, hein, il faut... Oui, mais justement, pourquoi la marine et la mer en général, plus généralement, est une zone de conflictualité majeure ? Pour plein de raisons. Je vais essayer de vous l'expliquer de la manière suivante. Quels sont, selon vous, les 3 enjeux les plus cruciaux pour l'humanité aujourd'hui ? Je dis bien l'humanité, pas la planète. La planète, c'est un caillou parmi des milliards de cailloux, parmi les milliards de galaxies de l'univers. Et donc, ce qu'il y a d'important sur la planète Terre, c'est l'humanité. Alors, il se trouve que, justement, cette humanité a besoin que ce caillou aille bien. Et il est temps que l'humanité arrête de goretter ce caillou. Mais ce qui est important, c'est l'humanité. Donc, quels sont les 3 enjeux les plus cruciaux pour l'humanité aujourd'hui ? Et je vous concède que vous pourriez me dire, c'est un peu emphatique ce que vous nous racontez là. Et il y a plein d'autres enjeux. Hein. Ce sont les plus cruciaux parce que ceux-là, si on ne les résout pas, on n'aura même pas à s'occuper des autres. Premier enjeu, c'est comment 10 milliards d'êtres humains sur la planète vont-ils pouvoir se nourrir en 2050 ? Le deuxième enjeu, très proche, mais c'est comment auront-ils accès à l'eau douce ? Et le troisième, c'est comment on va résoudre, ou non, toutes les problématiques énergétiques liées aux premiers enjeux. Ça, c'est crucial parce que si on ne fait pas ça, le reste devient contingent. Oui, on n'aura même pas à s'en occuper. Et c'est d'autant plus crucial que les continents, les terres émergées, mais qui sont les lieux où nous vivons, ne nous permettent plus de répondre à cela. Si vous voulez donner un petit exemple, anecdotique, mais pas tant que ça, et qui explique beaucoup de choses, en particulier dans la géopolitique d'aujourd'hui, si vous voulez donner à chaque Chinois 4 pneus pour sa bagnole. D'abord, je ne vois pas pourquoi les Chinois n'auraient pas une bagnole comme nous, les Occidentaux. Quand vous avez une bagnole, c'est quand même plus pratique d'avoir 4 pneus. Si vous voulez des 4 pneus à chaque Chinois pour qu'il ait une voiture, il faut 5 planètes Terre. Il y a un méga bug. Il y a un bug. La bonne nouvelle, c'est que les océans, les mers, peuvent nous apporter des réponses à ces problématiques. C'est pour ça d'ailleurs que je suis assez étonné, pour ne pas dire attristé, quel que soit l'intérêt intellectuel que ça puisse avoir, quelle que soit la sympathie que j'ai pour Thomas Pesquet, je suis assez étonné qu'on s'excite autant à propos de Mars, où il n'y a pas d'eau et pas d'oxygène, alors que les problématiques numéro 1 de la planète Terre, c'est l'eau et l'oxygène. La mer, c'est 50% de la production de notre oxygène, c'est la récupération de la majorité du carbone, bien plus que les forêts. 95% des fonds marins, 90 ou 95% des fonds marins ne sont pas connus. 90 ou 95% de la biodiversité marine n'est pas connue. On connaît mieux l'espace que la mer. Ça me paraît plus important de s'intéresser à cela que d'essayer d'envoyer des pépères pour satisfaire l'ego de certains milliardaires sur Mars. Donc je trouve ça absolument aberrant, l'excitation actuelle et notre cécité face aux vrais problèmes. Donc la bonne nouvelle, c'est que les océans savent répondre à ces problématiques, mais avec un corollaire absolument indispensable, c'est que puisque notre survie est là, puisque notre vie est là d'ailleurs, arrêtons d'avoir des discours anxiogènes, notre survie, puisque notre vie est là, eh bien il va falloir apprendre à exploiter la mer, mais sans la violer, comme on a violé depuis trop longtemps la Terre.
Oui, bien que tout cela, ma seule anecdote sur les pneus des Chinois prouve que on va se battre, hélas. On va hélas se battre. Et donc c'est pour ça que la mer est un espace de conflictualité, parce que les enjeux sont là. 85% de ce que nous consommons est passé par la mer. 98% de nos échanges Internet passent par la mer. C'est des câbles sous l'eau, pas des satellites, hein, c'est des câbles sous l'eau. Il y a déjà un certain nombre de gens qui vont régulièrement essayer de voir ces câbles, d'y piquer des informations, voire de les couper. Donc tout ça va générer un certain nombre de conflits, d'autant plus que dans un premier temps, en plus, c'est des conflits qui ne sont pas directement sous les yeux de tout le monde, donc certains pensent que du coup on peut y aller encore plus allègrement. Et c'est pour ça que, hélas, pour leur importance, parce que c'est 75% de la planète, c'est 75% de la planète, la mer est un espace de conflictualité, hélas, 3 fois hélas, et c'est pour ça qu'il est important que nous soyons prêts à répondre à ce qui va s'y passer, et ce qui s'y passe déjà. Alors, ces sous-marins, justement, qui sont sous les mers et qu'on ne voit pas, posent des problématiques, mais notamment pour l'information, entre guillemets, de la population. On n'imagine pas ce que c'est la guerre sous la mer. C'est un sujet de communication difficile parce qu'effectivement ce sont des choses pour de très bonnes raisons secrètes, mais dont peut-être on pourrait parler un peu plus parce qu'il y a des vrais enjeux derrière et que nous sommes dans un temps où tout cela pourrait être remis en cause si on ne sait pas suffisamment l'expliquer. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, vous avez une majorité des étudiants qui sont à Super-Héros qui considèrent que l'avion est un objet sale. Vous avez une majorité de plus en plus grande de gens en Europe qui considèrent que la dissuasion nucléaire, c'est épouvantable. Ils ont raison, c'est épouvantable la dissuasion nucléaire. Sauf que si on s'arrête là, je ne suis pas sûr qu'on soit conduit à prendre des bonnes décisions. C'est quelque chose d'épouvantable qui, justement parce que c'est épouvantable, pour l'instant, a offert à l'Europe presque bientôt 80 ans de paix, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe. Donc bien sûr que c'est épouvantable, la dissuasion nucléaire. C'est pas parce que c'est épouvantable que ça n'a aucun sens. Et donc je pense qu'il faudrait, probablement mieux qu'on ne le fait, savoir expliquer, non pas tout raconter, mais savoir expliquer pourquoi on fait ces choses-là. Et quelles en sont les conséquences. Je vous en donne déjà une qui est un peu décalée par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est que sans la dissuasion nucléaire française, il n'y a pas Ariane. Hein. Sans la dissuasion nucléaire française, l'Europe n'a pas de fusée. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Je ne suis pas sûr que nos amis allemands, danois ou je ne sais pas quoi, qui sont très contents qu'il y ait Ariane Espace, mais aient compris que sans la dissuasion nucléaire française, ça n'existe pas. Donc c'est pas la seule justification de la dissuasion nucléaire, mais voilà un élément intéressant qu'on pourrait raconter un peu plus souvent. Alors ensuite, la dissuasion, oui, il se passe des choses sous l'eau, parce que comme vous l'avez dit, les sous-marins, on ne les voit pas, et ils permettent des tas de choses. Et en particulier pour nous et pour d'autres pays, ils sont porteurs de cette dissuasion nucléaire, qui, dans l'esprit de la France, est en tout cas assez simple, même si ce sont des concepts compliqués, assez simple à résumer. C'est l'idée que la France dit à tous ses agresseurs, ou en tout cas à beaucoup de ses agresseurs, ne nous attaquez pas, parce que finalement les éventuels gains que vous récupéreriez en nous attaquant seront complètement annihilés par notre riposte. On peut penser que c'est débile, on peut penser que c'est épouvantable, mais pas si idiot que ça, et que ça marche. Donc il se passe des choses sous l'eau, des choses compliquées, et qu'il faut essayer de comprendre quand on les analyse au regard justement de ces enjeux, de ces responsabilités. La dissuasion nucléaire a permis à notre pays d'être en paix. La dissuasion nucléaire permet aussi à notre pays d'être une puissance qui compte, et dans les combats et les enjeux de demain, c'est pas complètement idiot. Je vais revenir, si vous voulez, sur ce qui me paraît être, moi, les 4 grandes menaces de conflit que, à mon avis, hélas, notre siècle connaîtra. Dans cette perspective-là, c'est pas complètement idiot d'être une puissance qui compte. Et du coup, ce qui se passe sous l'eau, c'est à relier à ça. Ça, je pense qu'on pourrait essayer de le raconter un peu plus. Et que c'est pour ça qu'on a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qu'on a des sous-marins nucléaires d'attaque, qu'on a des frégates anti-sous-marines, que tout ça est
un écosystème, pour prendre un mot de la société civile, complet, qui est important. Mais croire que nous sommes dans un monde de bisounours, c'est même pas une faute, c'est un péché. Il y a, alors ça c'est l'ancien directeur de l'école de guerre qui parle, pour moi il y a clairement 4 grands risques de conflit au XXIe siècle. Le premier c'est le retour et la folie des empires, et au minimum des États-nations. Minimum. La Chine, la marine française, c'est la 4e marine du monde. Alors, si vous comptez qu'en tonnage, c'est pas ça, mais dans sa capacité à être une marine globale, avec l'ensemble du spectre des moyens et sa capacité à intervenir sur tout le globe, ça fait qu'on peut décréter que c'est la 4e marine du monde. La Chine construit une nouvelle marine française tous les 4 ans. Tous les 4 ans, la Chine s'offre une 4e marine du monde en plus. On peut croire que c'est pour faire des défilés navals. Ouais, on a le droit de croire ça. Parce que, hélas, on a le droit d'être idiot. Oui. Mais on peut penser que c'est porteur de problématiques plus complexes. Pour avoir des pneus. Donc, exactement. Ça, les Chinois, ils l'ont compris. Parce qu'ils sont tous sauf couillons. Ils l'ont compris. Donc, le retour et la folie des empires et pour le moins des États-nations, à mon avis, c'est le premier risque de conflit. Le deuxième, alors c'est compliqué parce que là aussi, dans les phénomènes de cancel culture, de culture woke et tout ça qu'on a déjà évoqué, on ne peut pas nommer les choses. Et donc je vais le dire comme cela. Je ne crois pas au clash des civilisations. Je n'achète pas les thèses de Huntington, dans son très bon livre par ailleurs, qui s'appelle Le clash des civilisations. Mais je crois profondément qu'aujourd'hui, et c'est pour moi la deuxième cause de conflit potentiel dans le monde, il y a la problématique du choc de l'islam et de la modernité. Et donc plus qu'un clash des civilisations entre la civilisation islamique et la civilisation occidentale, auquel je ne crois pas en soi, mais il y a les conséquences de ce choc de l'islam et de la modernité, et ça, c'est douloureux. Je rappelle d'ailleurs que c'est d'abord douloureux pour les populations musulmanes, bien plus que pour nous occidentaux qui très vite pleurnichons sur notre sort, mais enfin c'est quand même les populations musulmanes qui en pâtissent les premières. Mais ça, pour moi, c'est effectivement un vrai risque de conflit. Pour moi, il suffit d'ouvrir les yeux. De toute façon, il suffit de regarder l'Afghanistan en ce moment. C'est pas la peine de paniquer, mais l'Afghanistan, ou ce qui a pu se passer, ou qui peut continuer à se passer dans les rues des cités occidentales, donc ça. Le troisième risque de conflit, ce sont les conséquences des évolutions démographiques et économiques. La démographie, c'est imparable. C'est un rouleau compresseur, la démographie. Et en plus, la démographie, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis étonné qu'on ne se penche pas plus sur les conséquences éventuelles de la démographie, parce que la démographie, à 30 ou 40 ans, c'est ultra prévisible. Oui. C'est peut-être même le seul domaine dans le monde aujourd'hui où on sait faire des prévisions à 30 ou 40 ans. Trouvez-moi un autre domaine où on sait faire des prévisions à 30 ou 40 ans, c'est pas facile. Là, c'est ultra prévisible. Les conséquences de la démographie, d'ailleurs, toute l'histoire du monde peut se lire dans l'analyse des problématiques démographiques. Donc les conséquences démographiques, quand vous les coupez en plus aux évolutions économiques, aux conséquences économiques, à mon avis, ça c'est une vraie cause, et toute l'histoire de l'humanité le prouve, c'est une vraie cause potentielle de conflit au XXe siècle. Et la quatrième raison, qui est d'ailleurs, à mes yeux, celle qui a le plus de probabilité d'occurrence, ce sont les conséquences géopolitiques des évolutions climatiques et environnementales. Regardez combien il est difficile, parce que c'est difficile aujourd'hui de gérer les quelques centaines, voire quelques milliers de migrants qui essayent de traverser la Méditerranée. C'est compliqué de gérer ça. Il n'y a que les crétins qui pensent que c'est simple. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. La montée des eaux, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais elle va avoir lieu. Je ne sais pas à quelle rapidité elle aura lieu, mais elle aura lieu. La montée des eaux va probablement chasser de chez eux 1,5 milliard d'êtres humains. On ne sait pas déjà gérer quelques centaines, 1,5 milliard. Et vous croyez que ça va se faire tout seul ? Non, ça va être compliqué. Donc, alors il faut pas, je dis pas ça, hein, je crois qu'il faut avoir en permanence un vrai pessimisme d'analyse, mais qu'il faut l'accompagner sans cesse d'un optimisme de l'action, mais qu'on ne peut pas alimenter notre optimisme de l'action et notre énergie dans l'action sans culture, hein, mais sans justement une analyse, et être un peu pessimiste dans nos analyses, à mon avis, c'est pas un mauvais plan. Si on sait y répondre par un optimisme de l'action,
Mais nourrir notre optimisme de l'action par un pessimisme d'analyse, moi, ça me paraît pas idiot. Ceux qui auraient justement cette analyse, cette volonté d'action, et qui ne sont pas ingénieurs, qui ne sont pas en classe préparatoire scientifique, et qui voudraient rejoindre par exemple la marine, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est complètement possible. Aujourd'hui, l'école navale reste une école d'ingénieurs pour une raison très simple. Et je le dis d'autant plus naturellement que vous avez pu comprendre que moi, j'ai été un ingénieur malgré moi. Mais les gens qui vont à l'école navale sont destinés, en tout cas la majorité d'entre eux, à aller commander ensuite nos grands bâtiments de combat, nos grands systèmes de combat. Un bâtiment de combat, c'est un monstre de technologie. Pour en être le patron, c'est mieux d'avoir une compréhension naturelle du fait technologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'école navale est encore une école d'ingénieurs. Mais l'école navale, c'est pas la seule façon de rentrer dans la marine. L'école navale, c'est entre 60 et 70 officiers par an. La marine recrute entre, je ne sais pas les chiffres actuels, mais c'est entre 150 et 300 officiers par an. Donc vous voyez bien que ceux qui rentrent à l'école navale, ce qu'on appelle les bordaches, c'est pas la majorité des officiers. Et aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure à propos de l'école de guerre, il se trouve que la marine se moque, et elle a raison, de votre statut initial dans la marine. Et donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas un ingénieur que vous ne pouvez pas faire une carrière dans la marine. C'est vrai, si vous n'êtes pas un ingénieur, il y a peu de probabilités, il y en a quand même, hein, mais il y a peu de chances que vous deveniez un jour le patron d'un grand bâtiment de combat. Mais il y a des tas d'autres choses à faire dans la marine. Sure. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, on a ouvert les officiers sous contrat, les officiers sous contrat opération, en fait, ont exactement les mêmes carrières que les bordaches. Et le recrutement des OSC opérations, c'est pas exclusivement sur des études d'ingénieurs, pas exclusivement. Donc certains d'entre eux, il faudra que ceux-là, qui n'ont pas fait des études scientifiques au départ, ensuite dans la marine, prouvent qu'ils ont une capacité à appréhender le fait scientifique. Mais c'est le cas de certains d'ailleurs, et donc c'est pas du tout interdit. Donc non, c'est pas parce qu'on n'est pas ingénieur qu'on ne peut pas faire une carrière dans la marine. Ça, c'est complètement vrai. Et c'est même vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas ingénieur qu'on ne pourra pas commander un bâtiment de combat. Il y aura, et je reviens à mes notions tout à l'heure de parcours initiatique, il y aura des parcours initiatiques à suivre. Et là-dessus, la marine, en tout cas moi je me réjouis qu'elle ait cette ouverture d'esprit et qu'elle offre cette capacité. Et donc on n'est pas condamné à ne pas pouvoir faire tel ou tel type de carrière sous prétexte qu'on n'a pas été un ingénieur à 20 ans. Est-ce que vous conseilleriez de rentrer dans la marine ? Évidemment. Moi, j'y suis rentré, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que je voulais fuir un système. Donc, c'était une sorte de pari, une fuite, dont je pensais que ça allait m'offrir, comme j'adorais naviguer, 5 ans ou 10 ans de vie de navigation sympa. Et j'y suis resté parce que c'est un métier exceptionnel, c'est une vie professionnelle exceptionnelle que j'ai adorée. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, un garçon ou une fille de 20 ans ne pourrait pas adorer cette vie autant que je l'ai aimée moi-même. Donc bien sûr qu'il faut pouvoir entrer dans la marine. Bien sûr. Si vous voulez être milliardaire à 35 ans, il ne faut pas choisir ça. Mais on peut avoir dans la vie d'autres objectifs que d'être milliardaire à 35 ans. Parce qu'en plus, être milliardaire à 35 ans, c'est pas gagné. Hein, c'est pas sûr. À 20 ans. Il y a peu d'élus. Ouais. Donc vous avez été officier de marine, vous avez navigué. Je suis officier de marine, je le serai jusqu'à ma mort. En parallèle de ça, vous avez aussi été écrivain de marine, vous continuez à écrire. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de continuer votre engagement ? Oui, absolument. Vous avez raison. Alors, c'est pas un moyen qui m'obsède, mais c'est un moyen. Et par exemple, mes 2 derniers livres, celui qui est sorti l'été dernier qui s'appelle La liberté du commandement et celui qui vient de sortir, vous l'avez évoqué, La houle s'en allait tout le vent, qui est un roman, c'est pour moi une façon de témoigner. Très rapidement, le premier, La liberté du commandement, en fait, il se trouve que je ne voulais pas écrire ce livre. C'est mon éditeur qui, depuis 5 ou 6 ans, mais vraiment me tannait pour que je l'écrive. On le remercie. Il me connaît bien, il connaît mes credos managériaux, et il me disait... C'est important que tu témoignes et que tu partages tes credos managériaux. Je fais exprès de dire mes credos managériaux. Et donc, c'est effectivement un livre sur mes credos d'homme de commandement. Et ça, c'est vraiment mon éditeur. Il m'a tanné pour que je l'écrive. Et d'ailleurs, de guerre lasse, un jour, j'ai fini par dire « Ok, allez, je te l'écris ».
Mais je l'ai écrit en étant effectivement, alors sans la prétention d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas l'écrire, mais finalement en étant a posteriori heureux d'avoir partagé mes credos managériaux. Et du coup, La Houle s'en allait au levant, si vous voulez, c'est le contrepoint romanesque et poétique de ce vie d'officier de marine. Et en fait, j'essaye de rendre compte avec ces 2 livres, non pas de ma vie à moi, c'est pas les mémoires de Loïc Finaz, mais j'espère que ce sont 2 livres symboliques qui disent ce qu'est aujourd'hui ou ce qu'a été une vie d'officier de marine pour un homme de ma génération. Ça, oui, malgré mes réticences initiales, je suis heureux d'avoir essayé de rendre compte de cette vie parce que je pense qu'elle est belle, je pense qu'elle est bonne, je pense qu'elle est intéressante. Et donc, c'est vrai que pour moi, ces livres sont un témoignage, non pas de ce que j'ai fait moi, mais de ce que cette vie d'officier de marine a été à ma génération, et je le crois sincèrement, est toujours aujourd'hui pour la génération qui arrive. Alors, ça me fait penser que dans votre livre, La liberté du commandement, vous avez écrit une phrase que vous avez aussi prononcée à l'école de guerre, et que vous disiez, je crois assez régulièrement aux stagiaires, vous êtes ici pour que votre pays ne devienne jamais ce désert que l'on appelle paix. Ça, en fait, c'est une référence à une phrase terrible de Tacite, et qu'effectivement, je glissais dès mon discours inaugural pour chaque promotion, et pour leur expliquer pourquoi ils étaient à l'école de guerre. Et cette phrase terrible de Tacite à propos des guerres puniques dit « Les Romains firent de Carthage un désert, et ils baptisèrent cela paix, ils appelèrent cela paix. » Et donc je disais aux officiers de l'école de guerre que certes ils étaient là pour apprendre à mieux se connaître, que pour apprendre à convaincre, pour apprendre à penser autrement, pour apprendre à maîtriser le fait militaire. Et tout ça se résumait en un truc. Vous êtes ici pour que jamais votre pays ne soit un désert qu'on appellerait paix. Absolument. L'école de guerre, ça sert d'abord à cela. Alors, au-delà de Thucydide, on a conseillé la lecture, au-delà des textes de Tacite aussi, est-ce que vous auriez une série, un film, des livres à nous conseiller ? Sur le commandement, je pense que le meilleur film que j'ai vu, en fait, alors là encore, ça va être une histoire de marin, je vais être suspect, mais bon, allez, j'assume, c'est Master and Commander avec Russell Crowe. Même si la fourberie hollywoodienne fait que dans ce film-là, dont le héros est le commandant d'un navire anglais à la fin du 18e, l'ennemi est un Français, ce qui est une fourberie parce que dans le roman dont ce film est inspiré, l'ennemi est américain. Mais effectivement, Hollywood ne pouvait pas faire un film où l'ennemi était américain. Bon, à cette fourberie près, d'abord c'est un très bon film, très intéressant, avec une belle intrigue. Et en fait, vous avez en filigrane tout au long du film une réflexion sur le commandement, vous avez un modèle de commandement qui est absolument remarquable. Donc l'un des meilleurs films que je connaisse, c'est pas le seul, hein, mais l'un des meilleurs que je connaisse et donc que je conseille sur le commandement, c'est Master and Commander. Alors, Amir, on aurait pu continuer longtemps encore, mais on va devoir s'arrêter là. Ce fut un honneur de vous recevoir, alors merci d'avoir accepté notre invitation, mais bien au-delà de cette invitation, merci pour vos 37 années de service pour la France. Nous avons cité en préambule votre dernier ouvrage, La Houle s'en allait au levant. On a aussi La liberté du commandement. Voilà, plus largement, on va recommander tous vos ouvrages. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques et vos questions par Facebook ou par mail. On se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux épisodes de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.